Merci beaucoup, Monsieur Alexandre, pour l'organisation de cet événement. Et je suis très ravie d'être ici à Dauphine à nouveau. Je suis très ravie aussi d'avoir pu franchir l'accueil sans qu'on me demande la carte étudiante. Donc c'est quelque chose, c'est une nouveauté. Donc aujourd'hui, on va parler de l'apport de la technologie et de la blockchain notamment sur tout ce qui est la transparence et l'intégrité des données ESG et tout cela en lien donc avec le marché de l'investissement impact et notamment le marché des crédits carbone. Donc je vais demander à nos trois intervenants de se présenter. Donc c'est Lia, Paul et Thibaut. Rapidement, et ce que vous faites au sein de vos entreprises respectives. Je démarre. Alors bonjour à tous, merci d'être là déjà, parce que c'est appréciable malgré le beau temps que vous soyez tous déplacés. Donc moi je m'appelle Célia Thiève, je suis chef de projet depuis quelques années déjà. Je travaille pour Lamarck Group, qui est un cabinet de conseil en transformation des entreprises, et j'évolue dans le pôle blockchain qui s'appelle Anzo, d'où le terme Anzo qui apparaît sous mon prénom. L'idée de mon métier, c'est d'accompagner les entreprises de bout en bout dans leur projet blockchain. Ça passe de l'idéation au cadrage, jusqu'au suivi de projet, pilotage et à l'implémentation. Donc si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a un projet interne qui est issu de notre Labino, donc c'est un pôle de recherche et développement, et dans lequel on a un sujet qui nous est très cher, qui est lié aux données ESG et à la blockchain. J'en dis pas plus, je laisse un petit peu de teasing pour la suite. Spoiler. Bonjour à tous, moi c'est Thibaut. Du coup je travaille pour Carbonam, donc de base moi j'ai plus une formation en environnement et en finance. Donc Carbonam en gros on est une start-up, on a été fondé en novembre 2021, donc ça fait 2 ans et demi. Et on travaille dans les crédits carbone, donc le marché de la compensation carbone, mais du côté volontaire et pas du côté on va dire obligatoire, donc le marché ETS. Donc nous en fait ce qu'on permet, on travaille avec plusieurs types d'entreprises, donc que ce soit les gros corporates comme Orange, La Poste, Pierre Fabre ou autres, et tous les acteurs en fait de la chaîne de la contribution carbone, donc que ce soit les DMRV, on en parlera après parce que ça justement en fait c'est un des moyens en fait de traquer la captation de carbone des projets de reforestation ou autres. Donc ce qu'on permet de faire, c'est de financer des projets déjà d'une. On est un peu comme un broker et je pense Paul il pourra en parler après. Ensuite, on permet en fait, on est une boîte tech, donc on fournit aux grandes entreprises des outils pour gérer leur crédit carbone de A à Z. Donc, en fait, ça se voit un peu comme un asset manager qui fait de l'analyse financière, un peu du BI, pour savoir, ok, je me suis engagé pour aller au net zéro en 2050. Combien je dois investir? Est-ce que j'achète des crédits carbone? Est-ce que j'investis dans des projets qui vont générer des crédits carbone? Donc, on fait un peu tout ça. Et ensuite, le dernier point, du coup, c'est vraiment le côté blockchain. C'est que le marché de la compensation carbone, c'est un marché qui est assez opaque et il y a un manque de transparence. Et donc, nous, on veut être le liant en fait, de tout ça et en fait, promouvoir une data qui est objective, qui est prouvable, pour être sûr que, vu que c'est des projets qui sont à long terme, sur 25-30 ans, voire plus, pour être sûr qu'il n'y a pas de perdition de données, qu'il n'y a pas d'erreur humaine, que toutes les données peuvent être challengées entre elles. Par tous les autres acteurs justement des MRV avec l'image statique. Tu nous fais un gros spoiler. C'est vrai. Bonjour à tous, moi c'est Paul. Mon titre est un peu compliqué, mais en fin de compte on pourrait résumer ça comme chef de projet aussi. Donc je travaille chez Silvera, une jeune start-up aussi qui est basée à Londres, d'où le titre en anglais. Et donc on fait de la notation de crédit carbone. Donc on est un peu de l'autre côté de ce que Thibaut fait. On va vraiment noter la data ESG des projets qui émettent des crédits carbone. Donc on utilise pas mal de choses différentes. Je pense qu'on va revenir au fur et à mesure de la conférence dessus. Mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser la technologie au service des crédits carbone. C'est relativement niche, mais on s'est rendu compte, la boîte a été montée sur l'idée que les crédits carbone, c'était un petit peu la jungle. Vous avez sûrement dû entendre parler notamment de la fraude à la TVA, etc. Donc vous avez pu voir à quel point c'était quelque chose de très récent. Et donc du coup, là, on veut apporter de la transparence sur le marché du crédit carbone. Donc on ne vend pas de crédit carbone, on fait seulement de la notation, un peu comme ce pourrait faire S&P ou Moody's sur le marché de la notation financière. Et donc j'ai un background en finance, donc j'étais dans le master de monsieur Alexandre, et j'ai travaillé avant ça en financement de projet.
notamment en Europe et en Asie. Et du coup, pour faire un peu un pas en arrière et essayer de cadrer un peu le sujet, parce que c'est un sujet fascinant. Donc, on a d'un côté les données, la data. Il y a d'un autre côté le marché de l'investissement impact, le marché des crédits carbone et la technologie. Et donc, c'est un peu 3 piliers du même sujet. Et j'aimerais plus vous demander sur justement la data. Pourquoi est-ce que c'est si important? Quel type de data, quelles sont les données desquelles on va parler maintenant, les données, vous allez me dire vous-même, mais pourquoi est-ce que justement c'est un sujet et un enjeu aujourd'hui dans le marché de l'investissement impact? Quels sont les enjeux, les points bloquants liés à cette donnée-là, justement, dans ce marché-là? C'est parti. Alors, nous, on s'est quand même positionné sur les données ESG il y a quelques années maintenant. La réglementation fait qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet depuis 5-6 ans au sein de la marque Group. Et on s'est vraiment étonné du fait qu'aujourd'hui, les propriétaires de données, donc les sociétés, vont fournir gracieusement aux agrégateurs de données. Donc, je parle de données ESG, je ne sais pas si vous êtes familier avec les termes et avec la réglementation. Par exemple, brièvement. Pour vous expliciter un petit peu les données ESG, on demande aujourd'hui aux entreprises d'aller un peu plus loin dans la démarche que de réaliser des reportings financiers, choses qui se font assez facilement maintenant et qui sont assez facilement auditables. On demande d'apporter des données extra-financières qui vont permettre d'évaluer l'entreprise sur sa dimension durable et être en capacité demain de s'améliorer. Vous entendez tous parler du réchauffement climatique et l'un des enjeux principaux, c'est que les entreprises prennent le pas sur ces sujets-là et puissent s'améliorer aussi en termes d'émissions carbone. Donc on leur demande l'exercice fastidieux de collecter ces données, de pouvoir ensuite les proposer pour ensuite être évaluées et savoir où est-ce qu'elles se situent par rapport aux autres entreprises. Donc on a notamment la CSRD aujourd'hui qui a été transposée depuis le début d'année, qui impose aux entreprises qui ont une certaine taille de réaliser cet exercice de reporting extra-financier. Mais derrière tout ça, les agrégateurs sont aux États-Unis, ils se servent des données des entreprises et en plus les font refacturer ensuite sur ces données pour pouvoir avoir un rating, un scoring et pouvoir l'utiliser. Et moi je vais vous parler un petit peu de la solution que nous on a envisagée, qui s'appelle Global Data Transparency. L'idée c'est de pouvoir redonner aux propriétaires de la donnée le pouvoir sur ces données. Et qu'au lieu de payer pour avoir une notation, de pouvoir fournir ces données et qu'ensuite, justement, les agrégateurs puissent y accéder et payer pour ces données-là. Donc voilà un petit peu l'idée du projet que nous on a, et donc c'est pour ça que j'en profite pour vous expliciter la démarche qu'on a eue en amont. Mais pour nous, on a un vrai enjeu parce que c'est des données qui sont difficilement appréhendables aujourd'hui, parce qu'on demande, on construit depuis peu ce socle réglementaire qui demande beaucoup d'informations déclaratives. Donc 70% de ce qui est demandé par la CSRD demain, ce sera purement des phrases à expliciter sur la démarche de l'entreprise. Et donc évaluer ça, c'est quand même très compliqué. Donc il y a un vrai enjeu à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à une partie de la problématique des données ESG aujourd'hui. Mais voilà ce que nous on a ressenti en tout cas chez la Marque Group et la raison pour laquelle on a souhaité travailler sur ce sujet-là. Moi je voulais juste rajouter parce qu'en fait les données ESG c'est du déclaratif, mais surtout ensuite maintenant il y a quand on parle à certaines banques, il y a justement les taux d'intérêt qui vont être liés ou même que ce soit en investissement en equity. En fait les prêts vont être liés avec des covenants qui vont être sur justement les résultats extra-financiers. Ça c'est déjà mis en place, mais ça va l'être encore plus plus tard. Donc ce qui fait que vu que c'est du déclaratif, peut y avoir justement une modification de la donnée de manière totalement dans le sens subjectif pour avoir des taux plus intéressants. Et donc ce qui fait que ce que fait GDT et ce que
ce que fait d'autres acteurs, on va dire, je pense à Open Climat aussi justement, qui eux mettent en avant en fait sur les sites internet en fait ils analysent tous les rapports RSE de grosses entreprises. Et ensuite, ce qui fait qu'en fait, pour des boîtes, c'est intéressant parce que comme ça, elles peuvent voir en fonction de leur secteur d'activité où elles en sont, mais aussi pour des auditeurs ou même d'autres types de vérificateurs, en fait, ils peuvent regarder si les données qui sont transmises, elles sont réelles. Donc ça, c'est intéressant parce que justement, donc, il y a tout cet enjeu de financier en termes de covenant ou de financement, mais aussi du côté de la réglementation. Là, il y a la CSRD qui concerne c'est passé, je crois, de 11 000 à 50 000 entreprises maintenant qui sont au niveau européen, donc qui sont vraiment concernées par la CSRD. Donc pour les crédits carbone, justement aussi, il y a maintenant des nouveaux, on va dire, une nouvelle réglementation en fait pour qu'ils annoncent quel type de crédit carbone ils ont acheté, vendu avec quel certificateur. Et tout ça, en fait, c'est encore une fois du déclaratif. Donc si jamais, en fait, même s'il y a des audits bien entendu, mais si on ne peut pas challenger la donnée, c'est problématique, d'où la blockchain. Oui, donc sur le sujet des crédits carbone, en fin de compte, il commence à y avoir une réglementation qui se met en place, mais elle est encore très légère. On parle vraiment que de déclaratif et de dire de quel registre ça provient, parce que donc pour la faire très, très simplement, les crédits carbone, il y a des gros registres qui ont mis en place des standards. Et après, les projets, notamment les développeurs projets, vont suivre entre guillemets, le mode d'emploi instauré par le standard et mettre en place leur projet et émettre des crédits carbone. Et après, les vendre sur un marché. Donc, on parle principalement du marché volontaire. Et donc du coup, là, il y a un autre souci, c'est que donc, certes, il commence à y avoir une réglementation, mais même au niveau des standards, c'est pas très clair à chaque fois, parce que suivre un mode d'emploi, suivre une recette, après, chacun la fait un peu à sa sauce. Donc, en fin de compte, chacun prend un peu ce qu'il veut, ce qui ressort le mieux de son projet, et va donc du coup mettre en avant quelque chose qui ressort mieux sur son projet. Si c'est du solaire en Inde par exemple, j'ai produit l'énergie solaire en Inde, c'est stop, mais à côté de ça, j'ai rasé des habitations parce qu'il fallait de la place pour mettre mes panneaux solaires. Donc tout ça, c'est pas toujours bien, comme on disait, du déclaratif, c'est pas toujours bien documenté. Et donc du coup, c'est là où nous, Silvera, on va arriver même encore plus en amont et s'intéresser à la data ESG et venir challenger les développeurs projets sur ces sujets-là. Pour après donner une note donc, à ces crédits carbone et donc du coup être capable de donner l'information aux potentiels acheteurs. Et par exemple, justement, quels sont les types de modèles comment vous faites et comment vous utilisez aussi la technologie chez Silvera pour exactement ce que tu viens de dire, pour certifier de la provenance des données, des projets sur lesquels on va construire les crédits carbone. Comment est-ce que vous appréhendez un peu cet enjeu? Alors, oui, donc comme c'est de la donnée qui est très en amont, on n'en est pas encore à la blockchain, il n'y a aucun moyen de vérifier à partir de ce moment-là, parce que c'est que du déclaratif, il faut aller sur le terrain, ou bien, à l'inverse, on peut utiliser de l'imagerie satellite. Donc c'est là où nous, Silvera, on a pris ce pli, et on va vraiment utiliser l'imagerie satellite au quotidien pour notamment tout ce qui est projet forestier, tracer s'il y a eu des déforestations, des feux de forêt, pour s'assurer que le projet n'a pas menti sur ces déclarations. Que le nombre d'hectares est correct. Les panneaux solaires, on va les vérifier. De temps en temps, on a quand même été confronté à des projets qui n'existaient que sur le papier, parce que le développeur projet a construit, ou du moins fait semblant de construire, donc il a levé des capitaux, il a levé de la dette, mais à l'arrivée, il n'y avait rien. Et comme sur le papier, tout se passait bien, il y a beau avoir un auditeur à l'arrivée, mais il y a un conflit d'intérêts parce que l'auditeur est payé par le développeur projet. Tout ça, ça s'est fait un peu sous le manteau, et donc des crédits carbone ont été vendus sans que pour autant l'électricité qui émettait pas de carbone qui était généré. Donc principalement on utilise l'imagerie satellite. Après on se lance aussi dans l'utilisation de l'intelligence artificielle bien sûr pour gérer toutes ces données, parce que l'imagerie satellite c'est énormément de données, parce qu'on voit ça au cours des ans sur beaucoup de projets. On parle d'à peu près 10 000 projets à travers le monde qui émettent des crédits carbone. Donc tout ça prend énormément de temps, donc bien sûr des humains peuvent pas s'en contenter. Ouais, je voulais juste là-dessus, parce que en fait un crédit carbone en fonction de, en fait il n'y a pas de standard international qui va dire ok il va y avoir tant de carbone qui va être stocké par tel ou tel projet parmi toute la masse de projets. Donc, ce qui fait qu'en fait un porteur de projet il va choisir une méthode, donc il est conseillé là-dessus. Je sais pas, on prend un exemple, un projet mangrove à Myanmar, il va choisir une méthode, donc il y a différents certificateurs.
Ensuite, donc à partir de là, ils vont du coup faire une courbe d'absorption, ça s'appelle, du carbone qui va être stocké sur 25, 30 ans ou autre. Et à partir de là, en fait, comment on vérifie ça? Donc ces gros vérificateurs, enfin ces gros certificateurs, souvent ce sont des ONG, donc ils n'ont pas forcément les moyens financiers, humains, matériels en fait d'auditer, on va dire d'une manière assez récurrente, les projets et la captation de carbone. Donc ce qui fait qu'en fait, les audits sont faits tous les 5 ans. Sauf que, bien sûr, il y a un gap de 5 ans. Donc comment on fait? Donc là, il y a l'image de satellite. Et donc ce que disait Paul, c'est que l'image de satellite, donc il y a plein d'acteurs qui sont là-dessus, parce que l'imagerie satellitaire, donc Copernic ou d'autres types de satellites, c'est de l'image en open source, ce qui peut être accessible par tout le monde, sauf que, bien sûr, le modèle de machine learning qui va traiter la data, il peut être de plus ou moins de bonne qualité et bien sûr avec des coûts plus élevés. Et ce qui fait qu'on peut avoir de la résolution à 10 mètres, on peut avoir de la résolution à 1 mètre ou autre, ou encore moins, et avoir du coup la captation de carbone réelle qui va être faite. Sauf que, vu que c'est des projets à 25-30 ans, et que, on va dire, les modèles de machine learning, vu que, avec le développement de l'IA, ils deviennent de plus en plus pertinents et de plus en plus forts, on va dire un crédit carbone d'il y a 5 ans comparé à un crédit carbone de maintenant, ou même un projet d'il y a 5 ans et un projet de maintenant, il va être traité d'une meilleure manière. Donc ce qui fait que, justement, M. Alexandre parlait de greenwashing, si jamais une entreprise, en fait, et il y a eu des scandales là-dessus, elle investit dans un projet, on va dire, justement en 2011, on prend un exemple, en 2011, il y a eu un projet au Zimbabwe qui a été financé. Il y a eu un oversize de 27 millions de crédits carbone qui, au fait, n'aurait pas dû arriver. Parce qu'en fait, l'audit, il a été fait, il y a eu des conflits d'intérêts, etc. Alors que si jamais, les données des DMRV, du coup, de l'imagerie de satellite qui est faite sous ce gap de 5 ans, pouvaient être challengées et en fait, pouvaient être challengées sur le long terme. En fait, avec la blockchain, c'est possible, dans le sens où on peut faire ça s'appelle du provable computing, dans le sens où on peut prouver que l'algorithme a été utilisé à ce moment. C'est comme quand vous utilisez ChatGPT, ça se trouve vous payez pour ChatGPT 4, alors que en fait, qui vous prouve que ChatGPT va vraiment vous fournir l'IA de ChatGPT 4 et pas celle du ChatGPT 3.5. En fait, vous ne pouvez pas le savoir. Et ça, c'est possible justement par du probable computing que la blockchain permet. Et donc, en fait, finalement, qui sont les acteurs qui vont venir challenger aussi? Parce que d'un côté, il y a les projets, d'un autre côté, il y a les auditeurs, mais qui va venir challenger donc, est-ce que c'est vous, par exemple? Est-ce que vous proposez ces solutions-là? Comment aussi standardiser un peu ces practices-là? Je veux dire, éviter les scams, la double comptabilité des crédits de carbone, etc. C'est qui les acteurs? Comment arriver aux entreprises pour proposer ces démarches-là? Enfin, aujourd'hui, quel est un peu l'état des lieux de ce type de practice? Oui, donc en fait, c'est entre guillemets, c'est nous qui venons en plus des auditeurs. Donc on va venir challenger à la fois le développeur projet et ce que l'auditeur dit, parce que de temps en temps, l'auditeur dit exactement, en fait, la majorité du temps, l'auditeur dit exactement la même chose que ce que dit le développeur projet, parce que c'est des allers-retours. Donc, juste pour réexpliquer un petit peu, à chaque fois qu'ils veulent émettre des crédits carbone, ils doivent mettre en place ce qu'ils appellent un monitoring report, donc un rapport de suivi, et ce rapport de suivi est lui-même audité par l'auditeur, et comme c'est des allers-retours, en fin de compte, on a juste la publication finale du rapport où le développeur projet s'est mis d'accord avec l'auditeur sur les chiffres qui devaient sortir. Donc le nombre exact de crédits carbone qui peut être émis pour une période donnée. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est maximum tous les 5 ans, mais ça peut être fait tous les 6 mois, tous les ans, ça dépend du développeur projet. Et donc du coup, nous, là où on va venir en plus, c'est venir challenger même la méthode de calcul du développeur projet. Même s'il va suivre un standard, donc, comme on le disait, un mode d'emploi, de temps en temps, on considère que ce n'est pas assez conservatif, parce que typiquement, là, on commence à regarder tout ce qui est carbon dioxide removals, donc tout ce qui est capture de carbone sous le sol. Je n'utilise sûrement pas les bons termes parce que je suis plus à l'aise sur les termes anglophones. Removal, c'est la séquestration de carbone. Voilà, séquestration de carbone et l'injecter sous le sol pour la stocker sur du long terme.
Donc ça, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets jusqu'à présent qui le faisaient, mais c'était pour après extraire du pétrole de l'autre côté. Donc ça ne fait pas sens parce que le projet disait oui, moi je séquestre mon carbone sous le sol, certes, dans des poches de pétrole où le pétrole a déjà été utilisé, mais ce qu'il ne disait pas dans son rapport, c'est que de l'autre côté, il extrayait du pétrole. Et il ne prenait pas en compte les émissions liées au pétrole de l'autre côté dans sa comptabilité des crédits carbone. Donc nous, on est par exemple sur ces projets-là, on est arrivé, on leur a dit, si on prend en compte le carbone qui est extrait de l'autre côté, il s'avère que vos crédits carbone sont nuls parce que vous émettez plus de carbone en brûlant du pétrole, parce que derrière c'est utilisé pour les voitures, les avions, etc., que ce que vous compensez, ce que vous séquestrez sous le sol. Donc tout ça, il y a même un travail de fond qui doit être fait, où on va venir challenger, on est en discussion aussi avec les standards, pour que tout ça soit plus performant, plus, entre guillemets, mieux fait. Voilà, ça a été fait un petit peu rapidement dans les années 2000, il y a eu un degré de maturation qui est arrivé un petit peu plus tard, mais là on se rend compte que voilà, les gens vraiment commencent à ouvrir les yeux et se rendent compte que ça a été mal fait, donc du coup il faut revenir un peu sur les basiques. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Et non, mais du coup, tu as annoncé brièvement la blockchain. Avant de passer un peu à justement quelle est la valeur ajoutée ou comment la blockchain peut venir répondre à cet enjeu, est-ce que l'un de vous, peut-être Célia, est-ce que tu aimerais bien expliquer un peu en quoi consiste pas tellement la blockchain, mais comment on peut l'utiliser aussi pour inscrire des données, pour vérifier leur intégrité, leur existence, la traçabilité. Quels sont les principes un peu de la technologie qui nous intéressent aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont familières avec la blockchain? Ça va de la cryptosphère, j'ai pu comprendre certains par là-bas. Je vois un petit peu plus. Je vais quand même avoir un discours assez simple pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il en retourne, et surtout que ce n'est pas le sujet, la technologie derrière, c'est un outil qu'on utilise, mais on essaie d'en parler le moins possible, parce qu'on perd tout le monde. Les gens parlent de ESG, mais alors en plus on rajoute une couche blockchain. Donc simplement pour vous dire ce que c'est que la blockchain, c'est un registre distribué. Alors on peut voir ça comme un livre comptable qu'on viendrait à distribuer à l'ensemble des parties prenantes du réseau, et on se dit que demain, quand on inscrit quelque chose de nouveau sur ce livre comptable, ce sera inscrit dans tous les livres. Donc pour venir corriger, modifier et effacer des données, il ne faut pas aller sur un livre, non deux, mais l'ensemble du réseau. Donc ça devient quand même très compliqué, et d'où le terme infalsifiable aujourd'hui. Alors, tout dépend évidemment de la taille du réseau. Mais des vrais sujets, quand on parle de blockchain, il faut regarder aussi derrière la communauté et comment le white paper est rédigé. Je vais m'arrêter là sur la technique. Mais nous, de ça, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses à reprendre pour les données ESG, notamment en termes de traçabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand on recherche des données, on a besoin de savoir qui a produit la donnée, qui l'a certifiée, est-ce qu'elle est viable, et quand est-ce qu'elle a été donnée, et peut-être qu'il y a eu des évolutions sur ces données-là, parce qu'avec la technologie aujourd'hui, d'une année sur l'autre, on arrive à trouver des informations différentes. Donc nous, on s'est dit que rien de mieux que la blockchain pour inscrire ces données et pouvoir demain avoir la traçabilité de bout en bout de la création de la donnée jusqu'à la délivrance de la donnée. Notre projet, je vais ramener tout ça au projet sur lequel on travaille, c'est de pouvoir proposer ces données donc, avec un producteur de données qui sera l'entreprise, qui pourra du coup faire certifier cette donnée sur la blockchain par un auditeur externe. Donc aujourd'hui c'est un petit peu compliqué parce qu'à mettre en place, on n'a pas de réglementation sur les auditeurs. Il y a quelques CAC, commissaires aux comptes, qui agissent en termes de validation. Il y a quelques structures, il y a aussi les cabinets qui sont... Mais du coup, tu dis auditeur externe et forcément indépendant, parce que du coup, on revient un peu au même sujet des auditeurs qui, il y a des conflits d'intérêts parce que... sont aussi rattachés. Exactement. Il faut aussi pouvoir voir derrière où sont les conflits d'intérêts possibles. Donc le fait de pouvoir inscrire sur la blockchain et de se dire que demain, s'il y a des évolutions des données, on ne puisse pas les effacer et se dire « Ah ben non, finalement, le rapport qu'on a publié l'année dernière, ce sont d'autres chiffres. » Là, au moins, on pourra dire on a audité, on a une vérification aussi, une traçabilité sur la date, les modifications postérieures. Bref, c'est un des sujets sur lesquels on peut se dire qu'on aura des données beaucoup plus viables. Et on a aussi un autre intérêt, c'est les transactions qu'on peut émettre sur
fait potentiellement en utilisant la technologie blockchain et donc en évitant certaines frictions, en limitant le nombre d'intervenants aussi, parce qu'aujourd'hui quand on fait appel à une banque, chaque transaction a un coût, on va limiter ce coût-là. Quel type de transaction ici particulièrement? Par exemple pour l'achat de données, parce que ce qu'on aimerait c'est monétiser ces données, donc potentiellement que demain on puisse accéder à ces données sur la plateforme, soit gratuitement pour certaines données, puisque certaines données aujourd'hui sont déjà accessibles gratuitement, mais aussi pouvoir, pour les données qui sont retraitées, les monétiser, et ce via soit un token qu'on créerait avec toute une tokenomics autour, soit un stablecoin. On est plus tourné vers le stablecoin pour le moment. On a le Coinvertible aujourd'hui pour l'euro et qui a été fait par SG Forge, qui nous intéresse beaucoup. Mais voilà les différentes composantes de la blockchain qui nous intéressent. Et dans l'avenir, on va aller encore plus loin dans la démarche en créant une DAO et donc en donnant la gouvernance de cette plateforme à l'ensemble des parties prenantes. C'est-à-dire que demain, les orientations du projet seront données à toutes les personnes qui utilisent la plateforme et qui auront un droit de vote. On va très loin dans la démarche parce qu'en termes de DAO, au niveau juridique, c'est un petit peu complexe aujourd'hui. Mais voilà de bout en bout les utilisations qu'on a distillées de la blockchain sur tout le projet. Donc si je résume, c'est une espèce de marché de la donnée décentralisée, un peu comme un cloud décentralisé, parce que c'est sur une blockchain, et en open source, donc tout le monde peut venir regarder la donnée et de participer, échanger des unités de données qui sont finalement monétisées. Donc il y a un intérêt d'échanger ces données parce qu'il y a un provider, un fournisseur de la donnée, et il y a quelqu'un d'autre qui va vouloir l'acheter, etc. Okay. Pas trop dans la complexité technique parce qu'on a tendance à vouloir trop en dire. Et donc le lien justement blockchain avec crédit carbone par exemple. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que aussi, des données, il y en a, c'est ce que tu disais, vraiment chaque année, il y a des meilleurs capteurs, il y a des meilleurs relevés de données, mais surtout il y a un nombre incalculable de données, ce qui fait que, les banques, si on parle des banques, ou même des auditeurs, en fait, il y a tellement de fournisseurs de données que c'est très difficile pour eux en termes techniques d'agréger toutes ces données. Et donc, ce qui fait, et justement de les challenger, parce que leur but aussi, c'est de les challenger. Vraiment des data, des fournisseurs de données ESG, il y en a plein. Et même pour une boîte, pour un responsable RSE, c'est super dur de se dire, OK, lequel je choisis, comparé aux autres, quel tarif, etc. C'est compliqué. Donc, le fait, d'inscrire les données du coup sur la blockchain, ça permet, pour eux d'être certain que toutes ces données peuvent être challengées par d'autres et que tout reste immuable dans le temps. Tout reste transparent, immuable. Et après, transparence et intégrité, c'est un peu différent. Mais ici, il y a cette notion-là. Et dans les crédits carbone, le problème de la blockchain, c'est que des fois, moi, j'en parle pas beaucoup à des gros corporates parce que la majorité d'entre eux, ils sont pas soit même ils connaissent pas forcément, soit ils voient pas l'intérêt et pour eux, c'est une couche, on va dire technique et c'est ça qui va s'ajouter, qui va s'additionner avec leurs problèmes opérationnels et c'est pas forcément ce qui les intéresse. Mais par contre, un intérêt vraiment énorme sur les crédits carbone, pour moi, c'est que justement, quand on investit dans un projet, comment on peut savoir que ce projet il va être de qualité dans 10 ans, dans 5 ans, ou dans 20 ans? Comment on peut le savoir? En fait, on peut pas, parce que, on peut bien sûr avec tous les modèles, tous les DMRV, etc. Mais c'est compliqué. Alors que si je dis à une entreprise, ok, tu investis 10 millions dans ce projet de reforestation, ça se trouve, il n'est pas forcément de bonne qualité, et ça se trouve, tu vas te faire backfire par les médias plus tard, parce que finalement, on va dire, la méthodologie, elle a pas été, elle a été challengée, on a des meilleurs capteurs, etc. En fait, on peut dire, ok, imaginons, donc là on est en 2024, tu investis tes 10 millions, en 2034, imaginons qu'il y a un problème. En fait, tu pourras toujours revenir et tu pourras toujours dire, ok, en 2024, j'ai tout fait pour que mon projet il soit de bonne qualité. J'ai eu la bonne due diligence, j'ai utilisé des assurances pour me couvrir, j'ai utilisé les meilleurs DMRV, j'ai utilisé la meilleure méthode à date. En fait, en disant ça, du coup, l'entreprise elle se dit, ok, même si c'est un marché où j'ai des potentiels de risques de backfire parce qu'il y a des gros greenwashing et il y a un manque de transparence, en fait, là-dessus, pour moi, ça offre vraiment un cas d'application de la blockchain qui est vraiment utile, quoi. Et tout ce schéma marche très bien si on considère que la donnée a été bien intégrée dès le début. Donc, comment
c'est une des grandes problématiques aussi de ce sujet, c'est comment préserver justement aussi l'intégrité de la donnée brute, c'est-à-dire la première donnée qui après va être, on peut faire une traçabilité sur le parcours de ces données à travers la chaîne de valeur, à travers les différents fournisseurs ou parties prenantes d'un projet. Mais cette donnée brute, on peut très bien arriver et l'intégrer dans la blockchain, fausse, de façon fausse, quoi. C'est toute la difficulté en fait, des données extra-financières finalement. Parce que quand on regarde, il y a beaucoup donc, de descriptifs et il y a vraiment aussi cette méconnaissance aujourd'hui des sociétés sur ce qui est attendu finalement demain. Et pour beaucoup d'entre elles, le budget n'est pas encore là. Donc on va leur demander de réaliser l'exercice. Elles vont le faire de façon obligatoire à cause de cette réglementation qui va leur imposer dans les prochaines années. Mais en effet, je suis d'accord avec toi, il y a un vrai enjeu, c'est de savoir comment cette première donnée, elle est fiable et comment on est certain que derrière, toute la chaîne de valeur, elle sera bonne du coup. Et là, j'ai malheureusement pas encore de réponse. Parce que bon, il y a l'IoT qui nous permet quand même d'avoir un certain nombre de données, mais sur tout ce qui est déclaratif, on compte encore sur l'armada de consultants pour les grosses sociétés aujourd'hui, qui vont pouvoir, elles, aller chercher l'information et faire appel à d'autres entreprises aussi pour collecter des données. Mais là aussi, il y a un petit billet, il y a un risque derrière et des forts enjeux à ce niveau-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, un Silvera qui challenge aussi cette donnée brute sur la blockchain, par exemple? Ouais, on commence à le faire un petit peu. Nous, on s'est aussi lancé maintenant dans tout ce qui était ce qu'on appelle pre-issuance, donc en amont les projets soient montés, accompagner le développeur projet dans son émission de crédit carbone, donc revoir avec lui quel standard il veut utiliser, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'on va suivre, donc les indicateurs extra-financiers, et les identifier et après les mettre correctement. Donc on va venir en plus, encore une fois, de l'auditeur. Mais donc si on est maintenant, entre guillemets, 2 auditeurs, nous on sera un auditeur encore plus au-dessus, on peut penser que la donnée serait meilleure dans ces cas-là. Donc oui, c'est quelque chose qu'on commence à faire. Ça prend beaucoup plus de temps parce que noter des projets ou accompagner des clients sur des projets qui n'ont pas encore été faits, bien sûr, il y a les problématiques de financement, de développement du projet à un endroit précis, de suivi de standards, etc. Et c'est beaucoup plus difficile que de noter des projets ou des crédits carbone qui ont déjà été émis parce que critiquer, c'est facile, construire, ça l'est un peu plus. Et donc il y a un autre sujet, j'aimerais surtout te demander, Célia, c'est par rapport, parce que ça va un peu joindre 2 sujets. D'un côté, tout ce qui est la transparence justement des données ESG, et d'un autre, la tokenisation dont on peut parler un peu plus tard. Je sais que c'est un sujet que Thibaut aime aussi particulièrement. Et c'est le projet sur lequel tu as été par rapport à l'émission de Société Générale Forge. Est-ce que tu peux dire un peu en quoi ça consiste et comment ça rallie un peu les deux? Bien sûr. Alors on va changer un petit peu du coup de sujet parce que là on est carrément sur la donnée d'une entreprise, en particulier une donnée liée à un security token, donc un produit financier finalement sur la blockchain qui a été créé par la Société Générale Forge et qui nous a demandé finalement de trouver une méthodologie de calcul pour les émissions carbone générées par ce security token. Et donc c'était un enjeu assez important parce qu'aujourd'hui dans la finance classique, les émissions des produits financiers, on n'a pas cette notion d'émission carbone puisqu'on n'arrive pas à aller à ce niveau de granularité. Donc nous on a tenté l'expérience et on a réussi à proposer une méthodologie de calcul qui puisse aller non pas au niveau de la blockchain parce qu'il y a déjà beaucoup de travaux réalisés, notamment la CCRI dont on parlait tout à l'heure, et Cambridge, l'université Cambridge qui a fait vraiment une étude là-dessus. Donc je vous invite à aller regarder. Sur le Bitcoin surtout. Sur le Bitcoin surtout. C'est très intéressant les rapports qu'ils font. Sur le Bitcoin, Ethereum aussi. Ils travaillent de pair avec la CCRI, donc Crypto Carbon Rating Institute. Désolée, j'ai du mal à expliquer. Et donc nous, on est parti de là, de ces travaux-là, et on s'est positionné
Donc un échelon plus bas au niveau du projet. Et donc on a regardé ce qui se passait on-chain, mais également off-chain. Parce qu'un produit financier sur la blockchain, évidemment, on va penser à Ethereum, la blockchain qui est utilisée pour le produit. Mais il y a aussi tout ce qui se passe autour. L'utilisation du cloud, toute l'infrastructure qui a été générée pour produire ce token. Et donc du coup, on a fait cette étude et on est ressorti au mois d'octobre une publication et une annonce pour leur Green Bond. Vous avez la capacité maintenant dans le smart contract de voir combien de tonnes de CO2, alors là c'est pas en tonnes, c'est en kilogrammes, de CO2 sont générés pour chaque security token qu'ils émettent. Donc c'est une première étape. On est ravis d'avoir fait l'exercice, d'être assez précurseurs sur ce sujet-là. J'invite tous ceux qui vont travailler sur des projets blockchain à calculer les émissions carbone. La méthodologie est présente, elle est publique, donc si vous voulez mettre le nez dedans, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur cette méthodologie, n'hésitez pas à me contacter, parce que vraiment pour le coup, je pense que c'est un avantage qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier avec les gas units, donc les unités de gaz qui sont utilisées sur la blockchain, avoir des calculs assez précis. Et juste pour vous dire une petite anecdote, finalement, on a eu énormément de difficultés à avoir des informations sur le cloud. D'ailleurs, les tableaux qui ont été fournis, je ne dirai pas par quel provider, mais ont été très lacunaires. Donc on a dû faire des suppositions sur certaines données, notamment le scope 2, qui était complètement vide, ce qui paraît quand même très étonnant pour un cloud. Mais donc du coup, on a essayé de proposer quand même un calcul à ce niveau-là. Mais sur ce qui est on-chain, vraiment, ça a été très très simple, parce qu'en fait, comme tout est identifié et qu'on a cette possibilité de traiter par gas units, on a pu extraire cette partie énergétique qui était utilisée pour cette émission. Et donc, par exemple, dans un futur, est-ce qu'on pourrait imaginer si le système bancaire et financier enfin fait le pas et se met sur blockchain, par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer une traçabilité, un calcul et vraiment en temps réel, beaucoup plus transparent des émissions, de l'impact que ce qu'on a aujourd'hui? C'est vraiment la première pierre à l'édifice qu'on a mis, mais c'est tout l'intérêt de l'exercice, c'est de pouvoir dupliquer et de pouvoir proposer demain ça à grande échelle pour tous les produits financiers qui seront sur blockchain. Donc tous les security tokens, on aurait la possibilité aujourd'hui, avec cette calculette qu'on a réalisée, de calculer et de proposer directement sur le smart contract l'information. Et justement, ce produit-là en particulier de Société Générale Forge, c'était un green bond. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un projet aussi de développement durable sous-jacent? C'est aligné avec le produit en lui-même, la volonté d'aller plus loin dans la démarche de transparence et d'apporter vraiment cette notion parce qu'il y a aussi un vrai sujet, la consommation énergétique des blockchains. On l'a un petit peu démystifié ces derniers temps avec The Merge, la transformation de Ethereum qui est passée du proof of work au proof of stake. Je m'arrête là, je n'utilise plus de termes compliqués, promis. Mais c'est vrai que ça a permis de démystifier la consommation énergétique et de dire voilà, on est capable aujourd'hui de diminuer et on peut aller encore plus loin dans la démarche. Mais on montre déjà ce qu'on sait faire et qu'on peut l'évaluer. Et donc ça, c'est vraiment un premier pas et on est précurseur dans les entreprises. En termes de secteur d'activité, il y en a très peu aujourd'hui auxquels on impose cette démarche de calcul. Et là, avec Mika, on le voit, on nous attend sur ces sujets-là. Il faut qu'on soit vraiment proactif. Exactement. Tu peux dire justement, Mika, qu'est-ce que c'est et pourquoi il y a un lien direct avec ce sujet? Alors, Mika permet de réglementer en Europe les crypto-assets. Alors, c'est une partie des tokens qu'on peut générer sur la blockchain. L'idée, c'est vraiment de pouvoir sécuriser les entreprises qui souhaitent évoluer sur ces sujets-là. Donc, c'est très intéressant, mais en même temps, ça met des limites. Et parmi les discussions sur Mika, le sujet de l'impact environnemental. Donc, il y a des travaux au niveau de la Commission européenne en cours pour savoir vraiment les enjeux environnementaux et comment orienter le choix vers une blockchain plutôt qu'une autre, en fonction des différents consensus utilisés. Et l'idée, c'est de vraiment, demain, n'utiliser que les blockchains les moins polluantes et celles qui nous permettent vraiment d'être dans la même ligne de conduite que les autres réglementations, notamment la CSFD. Excusez-moi, je ne suis pas spécialiste ESG.
Et j'ai aussi une autre question. Et du coup, par exemple, donc, le Green Bond de Société Générale, c'est un security token. Est-ce qu'on a d'autres types de titres ou d'actifs financiers qui peuvent être tokenisés aussi, et pourquoi, et quel est l'impact aussi dans le marché des crédits carbone, par exemple? Ouais, bah, donc un crédit carbone, c'est en théorie, c'est un certificat, donc c'est considéré un peu comme une commodities. Donc là, du coup, il y a eu des crédits carbone qui ont été tokenisés. Mais après, en termes de cas d'application, il y a aussi l'immobilier. Je pense qu'on connaît avec Realty, mais même en France, il y a Tokenland qui fait en fait de la tokenisation immobilière. En fait, c'est assez ouvert. Vraiment, il y a même de l'investissement en equity. On peut faire. C'est un peu une sorte de crowdfunding 3.0 où on peut investir dans des boîtes, avec des pools un peu comme, même si c'est possible aussi sans blockchain, mais du coup avec moins de traçabilité, bien sûr. On peut investir aussi dans des fermes agricoles, mais après, si on prend vraiment le cas des crédits carbone, nous, ce qu'on fait, c'est que justement, en fait, on permet à et c'est pour ça que je disais, nous, en gros, en Carbonam, on se présente comme le copilote des organisations et des individus, donc, et aussi des individus, donc pour rendre la contribution carbone du coup vérifiable et actionnable, dans le sens où on est, le marché de la compensation carbone. Souvent, quand on investit dans un projet, c'est relativement cher. Donc, il y a un ticket d'entrée qui est c'est très variable, mais en gros, je vais dire 100 000 euros. Bien sûr, des PME ne peuvent pas le faire alors qu'elles voudraient potentiellement compenser. Des particuliers ne peuvent pas le faire. Et nous, en fait, on permet de le faire. En fait, on tokenise pas. Si on prend une forêt, je sais pas, de 100 hectares, nous, on va pas tokeniser l'hectare en lui-même, mais on va tokeniser, on va dire, le droit de valorisation d'un crédit carbone. Donc, ce qui fait qu'en fait, si j'ai 50 euros, en tant que particulier, et nous, c'est ce qu'on fait, on a permis de financer 4 projets et bientôt un prochain, à Madagascar, au Costa Rica, au Panama et bientôt à Myanmar. Donc, en fait, ça permet d'investir dans un projet et de s'assurer que les crédits carbone qui vont être générés vont nous appartenir. Donc à partir de là, on peut savoir, ok, est-ce que j'ai envie de le revendre ou est-ce que j'ai envie de le compenser. Et le but dans tous les cas, c'est de le compenser. Mais après, tout dépend de la stratégie. Mais donc ça, c'est rendu possible totalement par la blockchain. Et aussi, et encore une fois, vu que c'est des projets à long terme, ces crédits carbone, il y a beaucoup d'intermédiaires qui sont entre eux. On a cité les DMR, on a cité les brokers, on a cité les porteurs de projets qui les vendent, on a cité ensuite les corpos qui vont les acheter. Mais il y en a d'autres, qui viennent dans la chaîne. Et donc ces crédits carbone, ils vont être liés donc à plein de données et surtout aussi potentiellement ils vont s'échanger entre eux. Et donc la blockchain va permettre justement de garder ce côté, ok, il ne va pas y avoir de perdition de données et on va vraiment savoir, ça se trouve dans 25 ans. D'un point de vue environnemental, c'est pas le but, hein, mais ça se trouve dans 25 ans, il va y avoir des crédits carbone qui vont potentiellement encore s'échanger, alors que c'est vraiment pas le but. Faut pas faire ça. Mais au moins, on saura que il est lié vraiment à ce projet, et ça, on pourra le vérifier dans la blockchain. Donc, donc plus que créer un marché de crédit carbone, c'est vérifier ce qu'il y a derrière. Parce que justement, en finance, il y a beaucoup aussi de cas d'usage, de tokenisation, qui ont pour but plutôt de arriver à plus d'investisseurs, débloquer de la liquidité pour ce type de marché. Mais dans ce cas, le crédit carbone, c'est, comme tu as dit, en 25 ans, c'est pas le but. C'est ça, mais donc ce qui fait que même en tant que particulier, on peut investir, donc ça enlève les barrières à l'entrée des coûts, parce que justement en fait l'utilisation de la blockchain, ça réduit aussi les coûts de structure en eux-mêmes, donc ce qui fait que on peut nous par exemple, en fait une entreprise peut rendre ça accessible, alors que normalement c'était censé être pour des entreprises avec vraiment des moyens IT importants, alors que là c'est pas forcément le cas. Donc c'est aussi ça casse un peu ces coûts de transaction et ces coûts ces barrières à l'entrée. Très bien. Alors je sais pas si vous voulez continuer avec d'autres sujets, mais je pense qu'on a fait un peu le tour. S'il y a des questions, c'est le moment. Je peux faire aussi le déplacement du micro. Il n'est pas allumé, non, c'est pas grave.
Ça devrait être bon là. Ok, merci. Je pense que ma question est pour Thibaut. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment le crédit, le certificat et le droit est représenté par le token. Si le crédit est émis par le standard, pour qu'il y ait un bridge, il faut que le standard soit sur la blockchain, soit que le crédit soit retiré de la circulation et que derrière, il renaît de ses cendres. Donc, ce que vous expliquiez tout à l'heure, est-ce que vous pouvez un peu le simplifier et nous dire un peu comment cette propriété elle est traçable avec le token? Ouais, tout à fait. Alors en fait, donc comment ça marche, c'est que donc un certificateur, il va tenir un registre. Et donc ce registre, à partir de là, on peut donc s'il y a un crédit carbone qui est émis, il va être disponible sur le registre. On va pouvoir voilà, tracer et c'est en accès public. Et donc à partir de là, si jamais en fait l'investisseur a investi dans ce projet, il va pouvoir du coup, on appelle ça retirer le crédit de la circulation, donc il va être burn, il va être brûlé. Et le fait de le tokeniser, en fait, ça permet du coup d'avoir, donc si jamais il n'est pas burn, justement de continuer en fait à tracer comment ça, où est-ce qu'il va aller. Donc ça permet, en fait, donc du coup, qui va être totalement, sur la blockchain. Alors que si jamais en fait l'entreprise, imaginons, je prends une entreprise qui investit dans ce projet, mais qui va ne pas, on va dire, compenser. Comment on sait en fait où est le crédit carbone à la suite, en fait? Parce que du coup, même comptablement, en fait, comment est-ce qu'il l'a valorisé dans son résultat comptable? Comment ça se passe, en fait? Et du coup, le fait de le tokeniser, ça a une preuve on-chain. Ça permet de tracer, en fait. C'est ça. Mais justement, comment on fait le lien? Parce que les standards ne sont pas encore équipés. Donc, en fait, Vera va émettre le crédit sur mon compte chez lui. Ouais. Si je le retire de la circulation, il est entre guillemets, il n'existe plus chez Vera. C'est ça. Et donc, il va être racheté par une boîte qui fait de la blockchain. Et derrière, on va pouvoir continuer à faire vivre le crédit derrière. Sur le token, le token. Sur le projet, parce que s'il est retiré du coup du registre, il ne peut plus être utilisé. Donc, ça, mais alors justement, avant qu'il soit retiré, ce que j'arrivais pas à comprendre, moi, c'est le lien entre le crédit émis sur le registre, qui est un registre lambda, et le token, en sachant que les registres de mémoire, à part peut-être Bureau récemment, là, avec Toucan, ne sont pas équipés pour qu'il y ait un lien entre les deux. Pour le moment, mais après, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a un nouveau... Parce que donc il y a des registres, donc encore une fois, sur le marché il y a 38 certificateurs au total. Donc Vera, Gold Standard, CAR et mince, j'ai oublié le dernier. C'est Climate Action et c'est ACR. Ouais, c'est ça, American Carbon Registry. Ouais. Il y en a 4, ils ont 75 à 80% des parts de marché. Donc tout le reste, en fait, ce qui fait qu'il y a énormément de registres. Donc ce qui fait qu'il y a, c'est ce que disait Inès, il y a possibilité de double comptage. Mais là, il y a la Banque mondiale qui a mis en place le premier méta-registre qui s'appelle le Climate Action Data Trust. Et donc lui, en fait, et c'est super intéressant parce qu'en fait, un crédit carbone, un projet, il a une identité, on va dire, ça peut, en fonction de la méthode, ça peut s'appeler VCS, machin, avec des numéros. Et donc, ce qui fait qu'en fait, si tout est mis dans un méta-registre qui met en place donc, tous ces 38 registres, voire plus, vraiment, il y en a plus. Même aujourd'hui, je parlais avec un porteur de projet, il va passer avec un autre registre que je ne connaissais pas avant, sur l'agriculture régénérative. Il y en a plein qui, en fait, qui arrivent. Ouais, Reverse aussi. Mais donc, ce qui fait que c'est génial parce que, et d'ailleurs, il y a aussi une problématique sur le marché des crédits carbone, c'est que maintenant, donc les accords de Paris en 2015, ils ont mis en place les ITMO, c'est pour les International Mitigation Outcome, Transferable Mitigation Outcome. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a parce que les pays, ils s'engagent aussi vers le net zéro. Et les pays, parce que donc le marché, donc il y a bien sûr le marché public et le marché privé, donc les pays détiennent aussi des réserves naturelles où il y a potentiellement de la valorisation de crédit carbone. Donc en fait, ils vont pouvoir atteindre le net zéro en vendant ces crédits carbone. Sauf que là, il y a un gros risque de double comptage aussi, parce que il y a des corpos. On va dire en France, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais une boîte du CAC 40, elle va investir dans un projet en Amérique latine, en Guyane, je vais dire l'Argentine. Argentine, ils vont dans le registre, ils vont aussi, ça se trouve, utiliser ce crédit carbone de cette même réserve
pour compenser leurs émissions pour atteindre le net zéro. Sauf que ça n'a pas de sens. Et donc, ce qui fait que si on a tout on-chain avec du coup, des identifiants réels qui sont tokenisés et qui sont accessibles avec justement des smart contracts qui sont, enfin des smart contracts du coup qui sont sous-jacents à la blockchain, permettent en fait de dire ok, l'algorithme va dire non, il n'y a pas de transaction possible si jamais ce crédit en fait est a été burn par un pays. En fait, là du coup, il y a vraiment un cas d'étude, enfin un intérêt. Ça marche. Bon, je vais essayer de parler fort. Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question sur l'intégrité de la donnée brute. En soi, le fait d'implémenter la blockchain justement dans ce système-là, c'est surtout pour avoir une valeur à la fin qui est, réputée sûre. Et là où j'ai une question, du coup, ça va être plutôt pour vous, Paul Budin, si je ne me trompe pas. En utilisant l'imagerie satellite, du coup, vous pouvez aller à l'encontre de données qui pourraient être falsifiées, mais est-ce que vous êtes incité à le faire? Parce qu'en soi, sur la blockchain, tous les processus qui sont sécurisés, c'est parce qu'il y a une incitation derrière, mais si jamais il y a une falsification de données, est-ce que vous recevez une incitation financière ou autre à le faire? Nous, on est au tout début de la chaîne, donc on ne voit pas... non, oui, on s'arrête, on ne travaille pas sur de la blockchain, nous. Chez Silvera, on va travailler sur la documentation du projet qui, elle, est en libre accès sur Internet. Donc on va venir challenger ces chiffres-là. Après, est-ce qu'on a intérêt à le faire? Oui, parce que on a nos clients qui vont aussi venir nous challenger, parce qu'il y a des clients qui sont aussi des porteurs de projets, et donc du coup, ils sont aussi sur le terrain. Donc ils vont voir aussi si nous, ce qu'on dit est vrai, entre guillemets. Donc oui, on n'a pas... En fait, c'est un point de vue éthique, oui, on a intérêt à le faire. Ok, oui, non, c'est pas... En gros, comme vous avez énoncé au début, tout ce qui va partir en gros du monitoring report va être fait conjointement avec l'auditeur, si j'ai bien compris, mais qui est missionné par le porteur de projet. Oui, donc il y a un conflit d'intérêt là, à ce niveau-là. Donc là, il y a conflit d'intérêt. Oui. Amener la blockchain va essayer de rompre ce conflit d'intérêt ou pas? Parce que directement, parce que ce qui va être sur la blockchain, c'est ce qui va découler du monitoring report et de l'auditeur. Ok, donc la donnée en fin au de compte, final... c'est pour ça qu'on intervient à ce niveau-là, pour regarder en amont. Encore une fois, j'ai pas regardé, on ne travaille pas sur la donnée sur la blockchain, mais on travaille en amont pour nous venir challenger ce qui sort du monitoring report et qui peut après arriver sur la blockchain. Ok, mais vous êtes missionné du coup? Non, alors nous... Non, on est indépendant. Ah. Donc on est payé par les clients, on est rémunéré par les clients qui veulent acheter des crédits carbone. Mais on ne vend pas de crédits carbone. Ok, très bien. Donc oui, en fait, les clients ont accès à notre plateforme et nous, on note les projets, que soit nos clients nous réclament, soit les projets, entre guillemets, on veut couvrir aussi. Ok, très bien. Vous notez des projets sur sollicitation client? Pas nécessairement. Oui, on a des requêtes de clients, mais après, si on ne couvre pas, parce nous, on couvre les types de projets un par un, on développe à chaque fois une méthodologie. Donc c'est pour ça que tout ce qui est sur séquestration, on ne couvre pas encore. Donc on a beaucoup de requêtes de clients, mais on ne peut pas le faire. Donc pour le moment, on n'en est pas capable. Donc on couvre à peu près 6 à 8 types de projets. Donc je crois que ça représente 40% du marché du crédit carbone. Mais le reste des 60%, ça nous prend du temps à développer. Parce qu'à chaque fois, on développe notre propre méthodologie qui vient challenger ce que les standards font et ce que après les développeurs projets émettent. Les documents qu'ils émettent. Tu veux rajouter ? Je voulais dire, juste en fait, ça, justement, ce conflit d'intérêt, il pourrait être du coup théoriquement vérifiable du coup sur la blockchain. C'est ça aussi le but, parce qu'en fait aussi, et là on l'a pas mentionné, mais donc bien sûr, je suis une boîte du CAC 40, j'investis en Argentine. Comment on s'assure en fait que les marges, que le prix de la tonne du crédit carbone en fait va y avoir un pourcentage qui va vraiment revenir vers le porteur de projet. Ça c'est compliqué en fait. Et il y a énormément de scandales liés à ça en fait que c'est les intermédiaires qui se sont gavés sur le prix, on va dire 10 € en fait, va y avoir que 3 € en fait qui va revenir vraiment pour le porteur de projet. Et ça c'est problématique. Et la blockchain ça va permettre justement aussi de vérifier ça. Et après là c'est plus technique, mais en fait on peut prouver de la donnée sans la divulguer. Ça s'appelle les Zero Knowledge Proof.
Et donc ça, nous, c'est ce qu'on fait justement, parce qu'en fait, on permet, et c'est pareil aussi pour les DMRV, en fait, on va permettre de prouver qu'ils ont utilisé leur algorithme sans divulguer leur algorithme, enfin leur code d'algorithme. Donc ça, c'est vraiment un intérêt total pour justement savoir vraiment qu'il y a les marges qui sont revenues vers le porteur de projet. Parce que, et encore une fois, tout ça, ça c'est vraiment à la fin de la chaîne, mais aussi le but, c'est de faire en sorte que les entreprises, elles investissent de manière moins frileuse. Il y a beaucoup de corporates qui vraiment ne veulent plus investir dans les crédits carbone, alors qu'il y a nous, on a un pipeline de 150 porteurs de projets. Ils veulent tous, ils cherchent tous à avoir de l'argent. C'est logique, parce que le GIEC le dit, l'UNEP le dit, on a besoin de ça pour régénérer des écosystèmes. Le crédit carbone, on peut dire, ok, et c'est pour ça, il y a plein de scandales aussi, comme quoi le crédit carbone, c'est un droit à polluer, c'est pas utile, mais moi, je suis convaincu que non. C'est peut-être une marchandisation de la nature dans un sens, mais au moins, ça permet à l'instant T d'amener de l'argent vers, même si on rend ça de manière capitaliste, ça permet au moins de financer la régénération de l'écosystème, et donc c'est super utile. Après, que ce soit mal fait, c'est problématique, mais la blockchain, et là c'est vraiment pas, moi de base je suis pas ultra pro blockchain, pas du tout, mais là vraiment je vois un cas d'étude ultra important, et c'est pas du tout du technosolutionnisme qui va dire ok voilà c'est les cryptos machin, c'est vraiment, il y a vraiment deux mondes, et en tout cas là-dessus je suis convaincu, quoi. Moi, les gouvernements, ils sont pas trop pour la blockchain. Les grosses entreprises, eux, leur but, c'est qu'il y ait de moins en moins de transparence de données, puisque ils vont faire de plus en plus de profit s'il y a des conflits d'intérêts. Donc, qui va pousser cette technologie qui a poussé vos projets, qui vous finance? Parce que c'est trop court, j'ai l'impression. Pour ma part, il y a un véritable intérêt du secteur bancaire aujourd'hui pour pouvoir évaluer les entreprises. Ça va très loin dans la démarche, même pour donner un crédit demain. En termes de risque climatique, on voit qu'il y a des enjeux très très forts. Les assureurs ont vraiment un besoin de connaître derrière les risques associés aux entreprises. Et donc, il y a aussi ce côté financier très très important derrière les données ESG qu'on ne voit pas forcément de prime abord, mais pour lesquels les enjeux sont très très forts et de plus en plus visibles. On voit bien que les assureurs du jour au lendemain maintenant décident de ne plus assurer certaines entreprises ou certains biens qui sont situés en zone inondable. Alors, pour la petite histoire, je ne suis pas non plus spécialiste des risques climatiques, mais on a dans notre lab innovation des chercheurs qui sont dédiés à ces travaux-là et qui nous sensibilisent beaucoup sur ces sujets. Et on voit que cette donnée-là est quand même primordiale pour ce secteur d'activité. Et potentiellement, il y a d'autres entreprises qui ont besoin de s'identifier aussi comme acteurs du changement et de la durabilité. Et le meilleur moyen, c'est de pouvoir proposer les données les plus transparentes et les plus viables possibles. Et aujourd'hui, c'est très très compliqué, même pour elles qui veulent jouer le jeu, parce qu'il n'y avait pas de standardisation de la donnée, il n'y a pas d'uniformisation. Donc on compare des données qui sont complètement différentes d'une structure à l'autre. Même pour l'ensemble des acteurs, c'est très très compliqué de se positionner aujourd'hui, et c'est pour ça que demain tout le monde va vouloir aller un peu plus loin dans la démarche, et que on va avoir une évolution très positive à ce niveau-là, et le réglementaire le pousse, hein. On le voit bien, c'est dans la trajectoire. Je vais bien rajouter justement parce que en fait il faut penser la chose comme c'est vraiment une évolution. Ça fait que 15 ans que Bitcoin existe et après les autres blockchains. Donc il y a des phases d'adoption qu'il faut, il y a des steps qu'il faut passer, et que ce soit dans ce milieu donc de l'investissement, impact, ESG, les données, etc. Dans tous les cas d'usage et un peu partout dans l'industrie, on voit que de plus en plus tant les banques que les grands groupes, les entreprises et les régulateurs commencent à vraiment se rendre compte de la valeur ajoutée de la blockchain.
dans plein de cas d'usage, que ce soit dans les paiements, que ce soit dans le stockage de données, dans les actifs financiers, les marchés des capitaux, etc. Il y a l'identité décentralisée, il y a beaucoup de cas d'usage et de plus en plus on se rend compte. Mais il faut quand même passer ces phases-là. Donc quand tu dis par exemple transparence, c'est vrai que oui, pas tout le monde veut de la transparence, c'est comme ça aussi que on retient de l'information et on fait son business. Mais la blockchain permet la transparence, mais permet, comme a dit aussi Thibaut, de peut-être cacher en quelque sorte avec une partie de la technologie l'information. Par exemple, aujourd'hui, il y a des solutions, peut-être les roll-ups ou des layers 3 en blockchain qui permettent d'arriver à peut-être pas être si transparent comme on pense en blockchain, mais la blockchain va permettre de, s'il y a un problème, aller vérifier ce qui s'est passé. Chose qu'aujourd'hui, c'est très compliqué dans le reste des technologies. Donc, c'est aussi voilà, c'est un peu une épée à double... C'est un sujet, justement, les gouvernements, le reste de l'industrie, mais ça va vers... Enfin, moi, je pense, en tout cas, les adeptes de la blockchain, on le pense, mais on va vers ce moment où ça va être beaucoup plus instauré, adopté, et le régulateur va avec. On voit de plus en plus la réglementation en Europe, surtout avec... les paquets réglementaires qui se mettent en place et qui structurent l'écosystème. Voilà. Question. Ça va aller ? Ouais, je pense. Ok, merci beaucoup. Vous qualifiez ça de security token parce que c'est adossé à une valeur financière sur le CO2 ou ce que je vois plus des utility tokens. Enfin, alors là, le sujet des security tokens, c'est vraiment des produits financiers qui ont été structurés sur la blockchain, mais qui sont vraiment assimilables à des produits financiers. D'où le terme security token. Ouais. Et à côté de ça, nous, ce qu'on a réalisé, c'est simplement identifier une émission carbone associée à ce security token, mais pour le coup, c'est pas un token à part entière, c'est inscrit dans le smart contract. Donc c'est un petit peu différent. Okay. Mais voilà. Vous l'adossez à... Oui, exactement. Okay. Merci. Je vais passer. Je me demandais par rapport à Carbonable, comment vous faites pour lutter contre les gens qui veulent investir dans un token, mais que pour le return associé au fait d'investir et au fait qu'ils parient, qu'ils auront un retour annuel de tant de pourcents? Pour le moment, on peut pas. Mais après, l'idée, c'est justement d'empêcher ça. Mais après, encore une fois, au moins, ça veut dire qu'ils utilisent leur argent pour financer un projet qui, dans ce cas-là, n'aurait pas pu exister, en fait. Donc, en fait, d'un côté... Et après, en sachant que, du coup, ce crédit carbone, après, donc, si justement ils décident de le revendre, enfin, de le yield, en gros, en gros, c'est du farming sur la blockchain. Après, ce crédit carbone, après, nous, en tant que Carbonable, on va le revendre justement à une entreprise qui, elle, va vouloir compenser. Après, il y a toute la question du coup du vintage. Le vintage, en gros, c'est la date, c'est l'année où l'absorption carbone a vraiment été faite. Donc, ce qui fait que, par exemple, un crédit carbone, il peut être de 2021, il peut être racheté toujours maintenant, alors que l'absorption carbone, elle a été, selon du coup le vérificateur, a été captée vraiment en 2021. Nous se pose la question là, vraiment de l'intérêt environnemental, mais en théorie, le but ce serait d'empêcher ça peut-être, mais après en pratique, franchement, si ça permet d'amener plus d'argent, moi je dis pas non. Je m'interrogeais sur une chose. Le crédit carbone, il a une durée dans le temps qui est limitée ou c'est éternel, Non, il n'a pas de durée. Jusqu'à ce qu'il n'a pas de durée, jusqu'à ce qu'il soit retiré du marché. C'est ça. Donc, une compagnie va acheter pour compenser ses émissions. Donc, grosso modo, une entreprise, chaque année, elle va revoir un peu ses quotas pour acheter des certificats.
Revoir ses quotas, c'est-à-dire Quota d'impact carbone. Oui. Ouais, c'est ça. Il fait sa comptabilité carbone et va compenser en achetant le nombre de crédits carbone correspondant à la fin de l'année. C'est ça. Et ce qu'elle peut faire, c'est soit investir dans un projet qui va générer des crédits carbone ou d'acheter des crédits carbone on spot. Exactement, sur le marché. Chaque année. C'est ça. Après, en sachant que le but, c'est d'abord qu'elles réduisent qu'elles décarbonent, on va dire, leur industrie, et ensuite, ce qui est incompressible, là, on le compense. Parce que c'est les grosses critiques aussi du marché du crédit carbone, c'est que quand ça a commencé, c'était d'abord au protocole de Kyoto en 97, mais ça a été vraiment utilisé par beaucoup de grosses boîtes en 2010-2015, où là, elles se sont dit, OK, on n'a qu'à pas décarboner, on va juste investir dans des projets, on va compenser. Sauf que c'est pas le but, quoi. Et c'est pour ça aussi que les crédits carbone ont été décriés à ce moment-là et maintenant toujours. J'ai une question sur l'intégration de toutes les données ESG. Donc il y a cet aspect de développement durable, mais vous parlez uniquement de l'aspect environnemental, mais qu'est-ce qu'il en est des autres critères et comment est-ce que c'est durable? Est-ce qu'il n'y a pas des liens ou parler par exemple de l'investissement en Inde, spécifiquement pour le solaire, qui est le fait de détruire un terrain qui aurait pu servir à, je sais pas, une famille, à se développer économiquement. Tout l'aspect justice sociale aussi qui, pour moi, doit être pris en compte. Comment est-ce qu'on l'intègre là-dedans et comment est-ce qu'on sait que ça porte vraiment ses fruits, tout ça? En fait, ouais, parce que du coup, ESG, économie sociale gouvernance, là, crédit carbone, c'est la métrique carbone qui est calculée, mais après, un projet carbone, bien sûr, il prend en compte plein de co-bénéfices qui sont social, biodiversité. Il y a les cookstoves, par exemple, qui ont un impact social fort. En fait, oui, pour le moment, en tout cas dans le marché des crédits carbone, c'est le carbone qui est vraiment valorisé. Mais maintenant, il y a aussi des crédits biodiversité qui vont être créés. Après, on ne rentre pas dans le détail, mais ça peut aussi être décrié parce que, bien sûr, la biodiversité, une tonne équivalent carbone, ça peut être, on va dire, comparable au niveau planétaire, mais une forêt, même, je sais pas, une plante comparée à une autre, c'est pas comparable. Mais donc ouais, là-dessus, il y a des crédits biodiversité, il y a aussi des crédits eau. Des crédits plastiques aussi qui peuvent être faits. Tout ça encore avec la philosophie de essayer de donner un modèle financier pour permettre, on va dire, un flux aux porteurs de projets. Et après je donne la parole, mais pourquoi une boîte du CAC 40 elle va investir en Amérique latine ou en Afrique alors qu'elle a ça se trouve elle a aucune filiale là-bas ou ça se trouve elle a aucun impact. Vraiment, l'Amazonie, c'est un des fiefs, on va dire, de biodiversité qui, avec la captation de carbone la plus grosse et où il y a les risques de déforestation le plus fort. Donc, ce qui fait qu'en fait, en donnant, on va dire, l'argent, et là, ça rentre dans la polémique, mais des pays du Nord jusqu'aux pays du Sud, c'est aussi un très bon moyen. Un arbre, selon c'est une étude d'Écoterie qui a été faite, ça stocke en France 20 à 25 kilos de carbone par an. Alors qu'en Amérique latine, ça peut stocker de 100 à 150 pour le même arbre, en fait. Donc, pas le même arbre, du coup, mais d'une autre espèce, mais en fait, pour le même coût. Donc, ce qui fait que c'est quand même l'impact environnemental, il est quand même mieux si on investit dans ce type de projet, en sachant qu'aussi, du coup, il y a tout le côté social gouvernance aussi là-bas. Et nous, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. Donc, quand on investit dans un projet, c'est qu'on regarde qui détient la terre. Est-ce qu'il y a on va dire un consortium d'assauts ou de communautés locales qui travaillent sur le projet? Est-ce que c'est des personnes qui sont, est-ce qu'on offre de l'emploi? Voilà, c'est tous les 17 SDG de l'ONU. On vérifie vraiment ça et le but c'est que les entreprises en fait maintenant elles prennent on va dire le côté carbone parce que c'est ça qui est valorisable aussi dans leur bilan financier. Mais à terme, en fait, un crédit carbone de qualité, on va dire on va dire plutôt de qualité à 50 €. En fait, ces 50 € là, ça va permettre de financer tout le côté co-bénéfice derrière. Et ça va être valorisable. La CSRD, en fait, ils vont regarder, les auditeurs, ils vont regarder, ok, tu investis dans des crédits carbone, mais ouais, c'est ça. En fait, ils vont regarder ces autres critères aussi. Ça peut devenir en fait aussi des critères extra-financiers à l'avenir. Je peux juste interrompre parce qu'aujourd'hui, en fait, si
je ne me trompe pas, le chiffre, c'est 80% des investissements de la transition climatique sont dans les pays riches. Voilà, pour être en complément. Donc il y a encore du boulot, quoi. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça. Donc la réalité, c'est que le plus d'argent, en fait, est investi aujourd'hui dans les pays riches. Même si les arbres d'Amazonie captent mieux. Pardon ? C'est pas la même empreinte carbone non plus. On a des pays dans le sud. C'est pas, oui, bien sûr. C'est les pays du sud qui sont menés à émissions négatives nettes, qui n'ont pas forcément besoin. Non, et puis il y a des questions de mitigation, mais bon, et d'adaptation, voilà, mais bon, mais quand même. C'est plutôt les pays du Nord sont plus pollueurs et les pays du Sud qui le sont beaucoup moins. Donc ça peut l'expliquer. Mais il y a toute la question de l'adaptation, parce que c'est les pays du. Enfin, moi je déteste dire les pays du Sud, donc des pays moins riches et qui sont obligés d'investir énormément, puisque ce sont en général ceux qui vont être le plus victimes du changement climatique. En tout cas, j'avais une question pour vous. Je prépare l'expertise comptable en ce moment. Oui. Et donc, en fait, on n'arrête pas de nous rabibocher que les experts comptables seront et les commissaires aux comptes obligés d'auditer les comptes avec des aspects extra-financiers. Et c'est en cours, en fait. C'est en train tout à fait. Au niveau comptable. Oui. Et de plus en plus, on en parle. Donc c'est un sujet très important. Et d'ailleurs, on dit en bas du bilan, en bas du compte du résultat, il y a un double résultat. Il y a le résultat financier et le résultat extra-financier. Donc c'est de plus en plus dans la conception du métier d'expertise comptable pour l'avenir. Tout à fait. Et c'est la problématique que nous, on a identifiée aujourd'hui dans la création de cette base de données, où on aimerait faire certifier nos données. C'est vers qui s'orienter pour identifier les certificateurs. Et c'est les commissaires aux comptes qui on a retrouvé, en tout cas aujourd'hui, à date. On espère que les choses vont évoluer avec justement tout ce qui est en train de se passer. On va peut-être cadrer un peu plus les choses. Mais vous avez été identifiés, les experts comptables et les commissaires aux comptes, comme des personnes en capacité. Exactement. Sans avoir l'expertise aujourd'hui, ce qui est assez incroyable. Nous, on s'est mis à votre place et on s'est dit que c'est vraiment un métier à part entière de pouvoir auditer ces données extra-financières et qu'il y a quelque chose à faire aussi à ce niveau-là, parce que on va vous solliciter pour ces choses et sans pour autant vous donner de plans, de façon de faire. En fait, finalement, vous allez être les seuls en capacité de répondre à la demande. Oui, parce qu'il n'y a pas mieux placé qu'un expert comptable pour bien connaître l'entreprise. Exactement. Et tout ce qui est aspect ESG aussi de l'entreprise pour pouvoir le refléter dans les comptes. Donc, voilà. Et j'avais aussi un autre élément, alors je ne sais pas lequel de deux a parlé c'est l'un de vous deux, Paul ou Thibaut, vous êtes lequel des deux dans une agence de rating, hein, c'est vous. En fait, les agences de rating, parce que la question a été posée tout à l'heure, souvent on s'est posé la question des conflits d'intérêts en fait, entre les agences de rating et les entreprises, parce qu'il y a eu la crise financière en 2008 qui a causé un gros problème sur le marché. Et en fait, les agences de rating ont été condamnées par la suite parce qu'en fait, elles avaient donné des notations sur la subprime qui n'étaient pas bonnes du tout, parce qu'elles étaient financées, certaines étaient financées. En fait, c'est une question d'éthique, en fait, tout ça. Et je pense que, de toute façon, les agences de rating qui vont se positionner sur le marché ESG à l'avenir, ou qui le sont déjà, sont plus régulées et réglementées. Donc, il n'y aura pas de conflit d'intérêt. Enfin, normalement, à moins qu'il y ait des sauvetables, mais je ne pense pas qu'à l'avenir, ça se produira. Ben, nous, justement, on a sorti cette semaine un code of conduct, justement pour commencer à mettre un pied dans la réglementation et justement être indépendant, vraiment complètement indépendant. Il y a certaines personnes dans la société qui, si elles notent des projets, elles n'ont pas le droit de parler à des clients. On a commencé à créer aussi, nous-mêmes en interne, alors qu'on n'est qu'une petite start-up de 150 employés, à vraiment mettre des règles strictes. Donc oui, ça c'est sûr. Et il y a aussi, je crois que c'est au UK, il commence à y avoir une réglementation vis-à-vis de ces agences de ratings extra-financières. Donc on prend le pas. Ouais. C'est sûr que tout ça c'est très nouveau. D'accord. Donc c'est en cours.
j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup aux intervenants. Moi, j'ai appris plein de trucs. Je vous propose, pour ceux qui veulent continuer de discuter ou de poser des questions, de vous rendre dans la pièce, la salle là-bas, pour un cocktail.